Bienvenue à Paris pour cette édition de Cybersécurité Avocat. Avec moi, Muriel Thibierge-Bathune de Thibierge & Companies. La cybersécurité est indispensable pour le secret professionnel des avocats, mais la plupart du temps, ce domaine n'est pas leur spécialité. Beaucoup ne savent pas vraiment par où démarrer sur ce sujet. Par ailleurs, seulement quelques prestataires de cybersécurité ont su les aborder pour véritablement fiabiliser leur secret professionnel. Ces dernières années, certains grands cabinets d'avocats bien conseillés ont fait dans l'urgence de grandes améliorations à la sécurité de leur système d'information. Ils ont également embarqué la sécurité papier dans cette démarche. Nous pensons que leur expérience peut servir aux autres. Pour les plus petits cabinets et les avocats indépendants, nous proposons donc, par ce webinaire, de vous transmettre l'essentiel en peu de temps. Nous allons explorer les freins à l'adoption de solutions de cybersécurité et proposer des réponses aux questions des avocats Maître Craponne et Maître Bigle. Sur la sellette, nous donnons les réponses pour cette édition de dirigeants de start-up et consultants en cybersécurité. Tout d'abord, Jean-Philippe Gaulier, qui a travaillé comme RSSI dans plusieurs grands groupes internationaux, qui a été directeur de l'innovation chez Digital Security et qui est actuellement président de l'Observatoire de la sécurité des systèmes d'information et des réseaux, l'OSIR, O2SIR. Il a aussi créé Cyberzelm qu'il présentera. Également, pour répondre aux avocats, Kim Thibault Dinguedebert, ancien RSSI de PricewaterhouseCoopers pour la France et l'Afrique francophone, cofondateur de NeoTrust, une start-up aux technologies cybersécurité de pointe. Tous deux ont une très bonne expérience des clients avocats et des cabinets d'avocats. Bienvenue à vous deux. Pouvez-vous chacun nous raconter votre parcours et comment vous avez commencé à travailler chez les avocats? Bonjour Muriel, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de me retrouver avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir de travailler avec plusieurs cabinets d'avocats qui sont de taille variable. J'interviens en général en appui pour leurs clients, en complément de leurs conseils juridiques, mais il peut également m'arriver d'intervenir sur des sujets d'audit, d'enquête ou de rémédiation pour les cabinets dans de plus rares cas. Enfin, je co-anime une formation pour les DPO avec un cabinet qui m'accorde sa confiance. Avant de rentrer dans le détail des sujets qui nous intéressent aujourd'hui, je ne peux que souligner la complémentarité des profils que nous avons, nous, informaticiens, et vous, avocats. Si vous maîtrisez la loi et les textes, nous maîtrisons l'implémentation technique et l'implémentation de certains mots obscurs. Tout cela, bien sûr, quand le législateur n'a pas été bercé d'illusions, il faut le dire, par quelconque lobby pour demander des choses qu'il n'est pas possible de réaliser. Pour les avocats spécialisés en cybersécurité, je ne peux que vous recommander de vous intéresser techniquement à ce domaine. Vous découvrirez beaucoup de choses qui vous faciliteront la vie au quotidien dans vos dossiers et dans vos négociations de contrats. Lorsque j'accompagne des collègues avocats, c'est d'ailleurs la première chose qu'ils demandent. Mais qu'est-ce que cela signifie dans les faits, cette chose ou cette autre chose? Prenons un exemple concret. Dans le RGPD, ce fameux RGPD, on parle de pseudonymisation et on en donne même la définition. Mais quelle est la différence concrète entre la pseudonymisation, l'anonymisation, le chiffrement, le cryptage ou encore le chiffrage? Quels sont les concepts mathématiques qui vont permettre de garantir la protection des données personnelles et dans quel cas est-ce adapté? Est-ce la solution efficace contre le piratage? Voilà, là, on a un cas concret d'application de la loi et où, avec la meilleure volonté du monde, on peut quand même nager un sacré moment sans savoir par quel bout on va prendre le serpent de mer. Parce que oui, c'est un serpent de mer et une mesure poussée à l'oreille du législateur, mais qui est loin d'être facile à mettre en place avec beaucoup de questions quant à son efficacité réelle. Voilà, moi, je sers à expliquer cela, à prendre les bonnes décisions et à accompagner nos clients communs pour une résolution pragmatique et intelligente. Il y a une paire d'années, j'ai choisi de me spécialiser dans le service aux PME après de nombreuses années au sein de grands groupes ou d'administrations.
Non pas que le travail n'y soit pas passionnant, mais parce que ces sociétés ont les moyens financiers de se payer des équipes dédiées à cette question, alors que 99,9% des entreprises en France, ces fameuses PME, doivent se débrouiller dans leur quotidien, peut-être en faites-vous partie d'ailleurs, alors qu'elles ont vraiment d'autres sujets en tête que la cybersécurité. Il leur faut des réponses pragmatiques, pas trop chères et en rapport avec leur business. Et c'est là que j'interviens. Ayant moi-même monté plusieurs structures, je comprends tout à fait que ce n'est pas toujours le plus important d'avoir un mot de passe complexe de plus de 8 caractères à changer tous les 3 mois. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas là que se niche la meilleure solution de sécurité. Dans ma petite société, on fait un peu de tout, mais tout ce qu'on fait, on le fait bien. C'est-à-dire que si un client nous demande quelque chose qu'on ne sait pas faire, on le dirige vers un de nos confrères de qualité. En effet, il faut savoir que le monde de la cybersécurité est tout petit et que vous en avez vite fait le tour. Les escrocs et les incompétents sont très vite repérés, mais ils prospèrent encore. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes dans une matière relativement récente et que l'expertise devra attendre encore un moment avant d'avoir un vivier suffisant pour saturer le marché. Un petit mot encore sur le sacro-saint pentest, que vous connaissez peut-être déjà, ou test d'intrusion, que chaque société souhaite faire réaliser en limitant en général la cybersécurité à cet item majeur. Si c'est certes une des faces nobles du métier, elle consiste à tester la sécurité d'un système dans un temps fini par une ou deux personnes qui ont des compétences partielles sur un scope restreint. Ne vous y trompez pas, il n'y a là aucune méprise, mais il est impossible à l'heure actuelle que quelqu'un maîtrise l'intégralité des technologies numériques disponibles. Donc oui, l'audit intruse et trouvera des faiblesses qu'il vous faudra ensuite corriger. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait un test d'intrusion et que vous l'avez remédié que vous serez en parfaite sécurité. Et c'est là où le concept de sentiment de sécurité est encore plus dangereux que le fait de ne pas avoir de sécurité. Parce que dans ce deuxième cas, au moins, on est conscient de notre situation. Pour faire simple, si vous souhaitez savoir si vous êtes bien protégé, posez-vous la question de quels sont vos risques, les menaces et les vulnérabilités auxquelles vous êtes exposé. Faites-en un bilan sincère et regardez l'impact sur votre cabinet en cas de crise réelle liée à un de ces risques. Et si vous trouvez cela difficile ou que vous avez besoin d'un regard extérieur, n'hésitez pas à vous faire conseiller par des gens du domaine comme Kim ou moi. Pour terminer, une astuce pratique, les deux plus vieilles associations de sécurité informatique françaises ont créé un livre sur la cybersécurité à l'usage des dirigeants. Ce livre se veut pragmatique et vous entraîne à travers 15 chapitres pour vous poser des questions sur votre cybersécurité. C'est un livre gratuit, vous y trouverez des conseils et des analyses. Ce guide est disponible sur les sites de l'OCIR, comme Muriel l'a cité tout à l'heure, ou du Clusif. Merci Jean-Philippe pour cette belle introduction. Je vais enchaîner de mon côté. Donc moi, effectivement, je suis dans la cybersécurité depuis une vingtaine d'années. J'ai été 12 ans RSSI donc pour accompagner des grands groupes dans leur sécurisation. Et depuis 2 ans, je suis RSSI de transition. Je me suis d'ailleurs spécialisé sur les transformations sécurité. Donc j'ai cofondé Neotrust l'année dernière avec un associé qui est directeur technique. Donc on est très complémentaires. Qu'on accompagne des entreprises, des groupes dans leur transformation sécurité, donc pour faire face à ces nouveaux risques ou ces enjeux maintenant de survie d'entreprise, parce que la cyber a changé un peu de dimension ces dernières années face à la recrudescence des attaques. Donc chez Neotrust, on est spécialisé en RSSI de transition et on a aussi une activité de service manager pour accompagner les entreprises, être un peu une extension de leur équipe sécurité dans la vie de tous les jours. Et puis, on participe à des réponses à incidents quand il y a des crises, quand il y a des grosses attaques, des intrusions majeures. On est là aussi pour aider les clients à reprendre pied et à repartir dans les meilleures conditions. Alors, mon expérience au niveau des avocats, donc j'ai été RSSI pendant 3 ans de PwC en France et Afrique francophone. Donc chez PwC, il y a une branche PwC Société d'avocats. Il y a pas loin de 1000 avocats maintenant qui sont plutôt spécialisés en fiscal, droit des affaires. Et puis j'ai récemment aussi été RSSI de transition chez Gîtes Loiret Noël, donc un gros cabinet français qui a pas mal d'activités, notamment par exemple en fusion-acquisition, en arbitrage, où il manipule beaucoup d'informations sensibles. Donc pour être très transparent, chez PwC par exemple, on a vécu l'affaire LuxLeaks,
donc avec des fuites de données massives. Et derrière, ça a donné lieu à des plans de sécurisation assez drastiques. Et donc, j'ai pu y participer. Donc, évidemment, ça peut pas s'appliquer à tous les cabinets, parce que chaque cabinet, chaque matière a ses propres enjeux. Mais effectivement, les avocats peuvent être assez ciblés quand ils manipulent des données très sensibles, où il y a un enjeu commercial très fort, un enjeu même au niveau étatique, au niveau compétition État. Et donc, dans ce cas de figure, effectivement, là, il faut aller loin au niveau sécurité. Et je pense qu'on reviendra dessus au fil du webinaire. Merci beaucoup, Kim. Je me dirige maintenant vers Maître Pierre Craponne du cabinet Choiset Associés qui nous joint de Paris. Maître Craponne, quelle est votre première question à nos deux panélistes? Vous pouvez également, bien sûr, présenter votre cabinet. Merci Muriel. Alors effectivement, je suis avocat au sein du cabinet Choiset Associés, qui est un cabinet initialement spécialisé en droit des assurances. Je me suis spécialisé pour ma part sur la cybersécurité, la protection des données. Je suis d'ailleurs DPO certifié en parallèle. Donc effectivement, c'est un sujet qui nous tient à cœur, d'autant que du fait de notre historique en assurance, on a l'habitude effectivement des entreprises qui manipulent des données très sensibles et des grandes quantités de données. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est dirigé vers cette matière avec une approche souvent par les risques, comme le détaillaient nos deux experts. Je voudrais commencer par une première question assez générique, mais que j'ai pu constater en échangeant avec des confrères. Je voulais savoir si, du fait de vos expériences respectives, vous estimez que les cabinets d'avocats, alors bien sûr les cabinets non spécialisés en droit du numérique ou en propriété intellectuelle, sont pleinement conscients des enjeux de la cybersécurité. Jean-Philippe, qu'avez-vous observé à ce niveau-là? Il y a un proverbe français qui dit que le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Je ne sais pas s'il est applicable aux avocats spécialisés en droit du numérique, mais une chose est sûre, leur spécialité est et reste le droit. Ce ne sont pas des profils de techniciens informatiques, comme je le disais un peu plus tôt, et pour cause. De ce fait, je ne ferai pas de différence dans mon traitement entre avocats spécialisés et non spécialisés. Je pense qu'il y a encore un beau chemin à parcourir, et pour cela, je ne prendrai que 3 exemples. Chiffrez-vous l'ensemble de vos supports de stockage, ordinateur, clé USB, disque dur externe, pour vous assurer qu'en cas de perte ou de vol, vous ne ferez pas face à une perte de confidentialité de vos données et dossiers. En cas de perte totale du système d'information lié à un rançongiciel, combien de temps mettrez-vous à reconstruire votre système d'information? Et surtout, perdrez-vous des données? Ce point est d'ailleurs lié au point suivant, faites-vous des sauvegardes régulières? Ces 3 questions peuvent paraître anodines, mais je vois différentes approches en fonction des cabinets, et certaines sont plus prudentes que d'autres. De ce fait, si les avocats sont plutôt au fait de la loi, ils semblent plus éloignés de la réalité technique dont ils dépendent. Et parfois, quand on traite un sujet, il n'est pas possible de le traiter par l'unique vision experte que l'on a du domaine. Mais rassurez-vous, ce n'est pas spécifique au domaine. Sans distinction de taille, il y a encore très peu d'entreprises en Europe qui soient réellement au fait des enjeux de cybersécurité. Un certain nombre d'entreprises ont d'ailleurs payé le prix pour s'y intéresser encore très récemment. Qui a dit que le ransomware n'avait pas une vertu pédagogique? Ouais. Merci. Kim, quel niveau de conscientisation avez-vous observé chez les avocats? Alors déjà, la première chose que je voudrais préciser, c'est que les avocats doivent avoir conscience globalement qu'ils sont une cible de choix pour les pirates. Moi, je serais pirate, j'irais attaquer un cabinet avocat, parce qu'un cabinet avocat, alors en général, si je résume, si je synthétise, va travailler autour des secrets des clients. Les secrets, ça va être, par exemple, en arbitrage, ils vont accéder à énormément d'informations jusqu'au brevet. En cas de fusion-acquisition, c'est pareil, ils peuvent accéder à des données d'informations qui peuvent être régulées, donc qui peuvent intéresser beaucoup d'organisations pour faire différentes choses, pour avoir une intelligence économique. Voilà, donc les avocats, ils manipulent beaucoup d'informations sensibles, ils manipulent les secrets des clients, et pirater un cabinet, c'est pirater des dizaines, des centaines, voire des milliers de clients d'un coup. Donc c'est extrêmement rentable pour les pirates. Donc
pour moi, il y a deux risques principaux qui touchent les cabinets avocats. Il y a le premier risque cyber qui est complètement transversal à toutes les organisations dans le monde. À partir du moment où on utilise l'outil informatique, qu'on est connecté à un réseau, on est exposé. Donc ça, c'est le premier risque qui touche tout le monde, quelle que soit la taille ou l'activité d'un cabinet. Et puis après, il y a un autre risque qui va toucher donc là, c'est le risque d'espionnage, donc de vol d'informations, d'exfiltration d'informations, et où là, il faut se poser d'autres questions. Donc tout le monde n'est pas affecté par rapport à ce risque. Un cabinet qui traite des dossiers de divorce, etc., sera pas ciblé par des États ou par ce risque d'espionnage, mais les grands cabinets ou les avocats spécialisés sur des matières très sensibles, eux peuvent être clairement ciblés. Donc là, il y a ces deux risques-là. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que les avocats se sentent pleinement conscients des enjeux de la cyber? J'ai plutôt tendance à dire non. Je les vois plutôt comme des utilisateurs classiques qui manipulent des données et qui réalisent pas toujours du niveau de sensibilité de ces données. On sait que les avocats ont un devoir de confidentialité absolue de par leur profession. C'est même, je crois, apparemment unique au monde. Il y a un engagement absolu de confidentialité qui doit être apporté lorsqu'ils manipulent des données. Donc ça veut dire qu'ils sont pas autorisés à utiliser des solutions qui seraient pas très fiables. Et ce qu'on constate aujourd'hui, comme pour beaucoup d'utilisateurs en entreprise, c'est qu'il y a des mauvaises pratiques. Il y a l'utilisation de mots de passe uniques, il y a du partage de comptes, il y a peut-être une certaine inconscience de son système d'information, avec par exemple les patchs de sécurité vont pas être appliqués systématiquement, etc. Donc pour moi, il se situe dans la moyenne des utilisateurs et il y a un certain retard à combler encore aujourd'hui. D'accord. Maître Craponne, que pensez-vous de ces réponses? Écoutez, moi, de mon point de vue, alors je suis totalement d'accord avec le fait que même si on est expert en cybersécurité, en droit du numérique, etc., on reste des experts du droit. Et effectivement, le bât blesse souvent sur les aspects techniques. On le voit dans toutes les matières, mais en matière de cybersécurité, c'est particulièrement prégnant. Donc voilà, ces retours, moi, c'est à peu près les mêmes que j'ai quand j'échange avec des confrères. Donc c'est tout à fait en phase avec la réalité. D'accord. Alors, très rapidement, laissez-moi juste vous poser à tous deux, Kim et Jean-Philippe, une question. Est-ce qu'il est particulièrement difficile de convaincre les avocats de considérer ces questions ou pas plus que pour une autre profession libérale? D'après vous, Kim? Alors, de par mon expérience, moi j'ai plutôt travaillé dans des grands cabinets. Donc j'ai eu affaire à beaucoup d'associés. Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que il y a des habitudes, il y a une résistance au changement quand il faut faire évoluer ces pratiques. Il y a une certaine résistance au changement qui est tout à fait humaine, qui est compréhensible et c'est pas toujours très simple parce qu'il y a les avocats ont besoin d'aller très vite lorsqu'ils travaillent, ils veulent pas être embêtés, ils veulent pas perdre des minutes dans leurs actions, ils facturent au temps passé, donc du temps pas utilisé à facturer, c'est de l'argent qui rentre pas. Ouais. Donc il faut des outils très efficaces avec une très bonne ergonomie et souvent quand on rajoute quelques contraintes pour des raisons de sécurité, c'est pas forcément bien vécu. Donc il y a un très gros travail pédagogique à faire. Il faut clairement expliquer les risques en détail, passer beaucoup de temps. Nous, de notre côté, chercher à optimiser complètement les mesures qu'on va proposer à mettre en place. Donc c'est pas très simple, très sincèrement. C'est pas très simple, mais c'est toujours difficile d'élever le niveau de sécurité. D'accord. Et vous, Jean-Philippe, quelle est votre opinion sur cela? Alors, je ferai simplement peut-être un rappel à la loi, article 32 du RGPD, qui dit que toutes les mesures nécessaires pour répondre aux risques doivent être mises en place. Et grosso modo, ça veut dire qu'on doit appliquer l'état de l'art. Une fois que j'ai dit ça, on a beau être parmi des sachants, la réalité terrain est un petit peu différente. Pourquoi? Parce que il y a une réalité économique, une réalité financière, même si l'article du RGPD le rappelle, qui est vécue autrement, et particulièrement en France, où on réagit à la menace ou à un risque plutôt
par la contrainte que par l'anticipation. Si vous voulez faire des parallèles, vous pouvez le faire avec le code de la route. Le nombre de personnes, peut-être parmi même les panélistes ici, qui ont commis des excès de vitesse dans leur carrière d'automobiliste, versus la peur du gendarme qui fait freiner devant un radar ou respecter les limitations de vitesse. Donc, parmi les avocats aujourd'hui, il faut savoir démontrer un ROI, et ça me paraît normal, hein, un retour sur investissement, pour chaque euro mis au sein d'une consultation, pour chaque logiciel ou infrastructure acheté pour améliorer la sécurité du cabinet, et les risques ont très bien été évoqués par Kim, eh bien, il faut faire cette démonstration. Alors, encore une fois, comme partout, une fois que les cabinets ont été victimes, je parlais de rançongiciel tout à l'heure ou d'autres choses déplaisantes comme du piratage, c'est là beaucoup plus facile et on a beaucoup plus d'écoute de la part des dirigeants pour prendre les mesures adéquates pour que ça n'arrive plus. La seule chose qu'on peut souhaiter, c'est que ça soit fait avant que ça arrive, quoi. En anticipation. Merci beaucoup, oui. Passons à la deuxième question de Maître Craponne. Oui, alors la transition est toute faite avec ces dernières précisions de nos experts, parce qu'effectivement, on parle du RGPD, mais je pense que le RGPD a une bonne influence, pas forcément que sur les cabinets d'avocats, mais même sur les cabinets d'avocats, parce qu'on a des contraintes qui sont plus efficientes. Et puisqu'on parlait de rentabilité et de moyens de convaincre les avocats, puisque c'est le sujet aujourd'hui, je voudrais demander à nos experts quels seraient, selon vous, les moyens techniques de sécurité de base indispensables à tout cabinet d'avocats. J'entends toute taille, toute spécialité confondue. C'est bien sûr une question assez large, mais si on devait faire le strict minimum, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Ouais. Kim, que recommandez-vous là-dessus? Alors, ce que je recommande, déjà, la sensibilisation, la prise de conscience des risques, c'est déjà la première étape. C'est déjà même la moitié du chemin, hein. Une fois qu'on a bien pris conscience des risques, de la menace, quand je faisais des sensibilisations qui étaient en présentiel chez Gide, effectivement, certains avocats ressortaient presque traumatisés de ce qu'on avait pu leur dire, parce que la réalité de la menace est là et il faut vraiment pas la nier. Après, au niveau mesures qui sont indispensables, bah, ça va être assez généraliste, c'est que l'hygiène informatique est un prérequis de base, c'est comme se brosser les dents. Donc là, il y a des mesures, Jean-Philippe en parlait, il y a des guides de bonne pratique, il faut essayer de se l'appliquer dans la mesure du possible. Faites-vous accompagner. Cyberzen est une super société qui est adaptée aux petites structures, donc c'est pas du tout inaccessible en termes financiers. Faites-vous accompagner quelques jours par an, par mois, par semaine pour vous aider à mettre en place ces bonnes pratiques et puis à les maintenir dans le temps. Voilà, donc il faut un accompagnement de qualité, ça c'est clair. Il faut essayer d'utiliser dans la mesure du possible, alors en fonction de son cas de figure, pour un petit cabinet des outils SaaS, plutôt SaaS, qui vont arriver, entre guillemets, sécurisés, qui apporteront d'autres risques, mais pour les petits cabinets qui sont, comme pour les PME en général, seront bien adaptés. Et puis, il faut pas oublier que il y a la partie comportement humain qui est très important, quelle que soit la taille du cabinet. Et ça, c'est des bonnes pratiques. Donc, il faut se faire correctement sensibiliser, en avoir conscience. Utiliser l'authentification forte, ne jamais partager ses mots de passe, ne pas tomber dans des pièges bidons qui peuvent arriver. Il faut être presque un petit peu paranoïaque de temps en temps. Entendu. On a bien noté ces recommandations. Et vous, Jean-Philippe, quelles seraient les briques de sécurité de base que devrait avoir un cabinet d'avocats, selon vous? Alors, juste avant de répondre à la question, je rebondis sur les propos de Kim. Effectivement, moi, ce que je recommande aux micro-entreprises, donc en dessous de 10 personnes, c'est d'aller vers des services cloud qui vous apportent clé en main ces notions de sécurité et qui auront plus de personnel, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais c'est un point très important qui est souligné par Kim. Alors, pour répondre à la question, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, ANSSI pour les intimes, rattachée au Premier ministre, a sorti un guide extrêmement pertinent sur l'hygiène de la cybersécurité.
Il regroupe 61 points de contrôle répartis dans 42 règles. L'hygiène, rappelons-le, et Kim l'a très bien fait, c'est l'ensemble des gestes de base tendant à préserver ou améliorer la santé. Je pense que c'est donc une bonne piste si on souhaite mettre en place la protection de son système. Ensuite, en sécurité informatique, on s'appuie avant tout sur une analyse de risque. Et quand bien même elle serait faite de manière informelle, au moins elle sera là. Et en effet, on ne va pas mettre en place les mêmes moyens si on cherche à obtenir une disponibilité permanente pour son site web ou la confidentialité de ses dossiers clients. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, il faut juste être factuel. La confidentialité et la disponibilité, ce ne sont pas les mêmes critères qui n'amènent pas les mêmes choses. Dans le premier cas, on va devoir s'assurer des risques d'indisponibilité avec des attaques en provenance d'Internet, en général, alors que dans le second cas, on s'assurera des droits d'accès, de l'identification, de l'authentification et du chiffrement. Et ça aussi, Kim vous en a parlé un petit peu. Et comme je disais précédemment, si je devais commencer par 2 mesures phares, je mettrais en place du chiffrement sur les données afin de protéger leur confidentialité et je m'assurerais d'avoir des sauvegardes de toutes mes données utiles ou sensibles en cas de corruption ou de virus. Parfait, on a bien noté. Maître Craponne, que pensez-vous de ces réponses? Êtes-vous satisfait? Absolument. Enfin, j'y reviendrai après. J'ai une autre question un peu sur le sujet, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de sensibilisation, de formation. Pour être moi-même formateur et étant sur ce sujet-là, je pense que c'est effectivement un énorme point pour préalable. Après, sur le volet technique, effectivement, s'entourer de professionnels, de techniciens, mais effectivement, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Je vous en prie, donc posez votre 3e question. Donc, puisqu'on parlait d'outils, on voit passer énormément d'outils, énormément de propositions. On disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'escroqueries, beaucoup de faux outils qui sont proposés. On voit énormément passer d'outils proposés par des entreprises américaines, par les GAFAM, par les Microsoft, Google, etc. Est-ce que de votre expérience, le Patriot Act, le Cloud Act, enfin, tous ces actes sur lesquels on voit beaucoup d'encre coule, est-ce que ce sont des sources de risques réels pour les cabinets d'avocats? Ça peut être un frein aussi à la mise en place de certains outils. Alors Jean-Philippe, que diriez-vous là-dessus? Alors, merci pour cette pertinente question qu'on retrouve souvent, et particulièrement dans les grandes entreprises. Je vais juste reprendre le terme GAFAM pour l'expliquer aux personnes qui ne connaîtraient pas cet acronyme, parce qu'on parle souvent d'acronymes. C'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Alors, il y a d'autres acronymes comme ça, mais effectivement, quand on parle de vie privée, c'est souvent cela qu'on retrouve. Et donc, si on parle de vie privée et d'accès à la donnée, la réponse est oui. Mais plutôt que d'outils, je parlerai de services et particulièrement de cloud. Car il est totalement possible encore aujourd'hui d'avoir une suite bureautique disponible sur son ordinateur sans avoir accès à Internet, et cela fonctionne très bien. C'est d'ailleurs mon cas. Typiquement, à condition d'avoir un service informatique ou un prestataire compétent, il est totalement possible de se passer des GAFAM tant la ressource alternative existe. Pour ma part, j'infogère mon email et mon espace de stockage chez un hébergeur français et je m'appuie en cela sur des logiciels libres pour lesquels je peux réaliser un audit complet sans entrave, entre autres parce que j'en ai la compétence technique. Mais si ce n'était pas le cas, je pourrais bien sûr faire appel à un cabinet d'audit qui pourrait le vérifier pour moi. Maintenant, il est vrai que ça me demande un petit effort supplémentaire qui fâche un peu avec le côté magique d'un Apple, par exemple. Mais de ce fait, j'ai la certitude de ce qui est fait de mes données et de leur traitement. Maintenant, ce n'est pas toujours possible pour l'ensemble des services. Je pense à Google Maps, même s'il y a des alternatives qui existent, mais qui me sert, moi, quotidiennement, et qui est relié à tous mes périphériques. C'est un confort dont je ne souhaite pas me passer, et c'est un service qui a vite éclipsé la majorité, pour pas dire la globalité de ses concurrents. Je ne parle même pas des suites bureautiques qui n'a pour l'instant pas d'écho réel face à Microsoft, même si cela n'a pas toujours été le cas et qu'on a eu des concurrents sérieux dans le passé, propriétaires ou libres. Donc, le Patriot Act, oui, c'est un sujet, mais particulièrement si vous êtes impliqué dans des affaires internationales. Je pense qu'on l'a cité un peu précédemment. Il y a peu de chances que le rachat de la SCI Dupont par Maurice Pétard en Creuse intéresse particulièrement les grandes oreilles. Ça peut arriver, mais
Soyons réalistes. Il faut savoir garder la proportion. Ce qui est marrant, c'est que pour les lois de renseignement, on parle toujours des États-Unis et que pour le piratage, on parle toujours de la Chine ou de la Russie. Si on souhaite avoir une autonomie dans 20 ans, il est encore possible que l'Europe se ressaisisse et fasse émerger une industrie électronique pour les composants, puisque je vous rappelle qu'ils sont à majorité, sinon en globalité chinoise, et une réelle informatique pour les systèmes et les logiciels. Aujourd'hui, vous le savez probablement, le grand équipementier logiciel français et peut-être européen, c'est Dassault. On a quelques licornes, je pense à Blablacar, entre autres, je pense à Criteo, bien sûr, qui sont des gens qui savent faire des choses, qui sont des gens qui pèsent, qui savent faire de l'informatique, mais on n'a pas encore assez de ces sociétés-là en Europe. Et je précise bien en Europe, puisque la France n'est pas suffisante, parce que comparé à ces trois pays, US, Chine et Russie, pour pouvoir conquérir le marché, quand on est en France ou dans un autre pays européen, il faut déjà traduire son travail en 28 langues et passer les barrières d'ego nationaliste. Et vous, Kim, qu'en pensez-vous? Alors, Jean-Philippe a très bien résumé la situation. Donc, moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a un véritable enjeu de souveraineté dans les outils qu'on utilise, à qui peut accéder à nos données, où elles sont stockées, ce qu'on peut en faire. Donc là-dessus, l'Europe et la France sont un peu en retard sur les offres et voilà, les Américains vont très très vite et on est un peu à la traîne. Il faut voir trois facteurs dans le choix des solutions. Donc si on prend les trois facteurs qui intéressent les utilisateurs, il y a la partie expérience utilisateur, faire une solution conviviale, efficace. Il y a la partie sécurité et derrière il y a la partie coût. Donc, sur une très grande majorité des cabinets, des petits cabinets, des avocats, l'utilisation d'outils GAFAM peut être une réponse pertinente parce qu'elle répondra à l'enjeu de sécurité, en particulier cyber, parce qu'il y a quand même des moyens conséquents qui sont mis pour sécuriser ces solutions. Mais pour d'autres cabinets, effectivement, où il y a un enjeu, cabinet d'affaires, etc., là, il faut plutôt privilégier des solutions, par exemple, on-prem, donc hébergées ou gérées en interne. C'était le cas à l'époque quand j'étais chez Gide. On avait une stratégie zéro cloud parce qu'on n'avait pas confiance dans les solutions étrangères américaines par rapport aux dossiers qui étaient gérés. Mais ça, il faut une certaine taille de cabinet pour pouvoir avoir les moyens de subvenir à cet environnement IT on-prem complètement géré en interne. Ok, je précise que on-prem, c'est un shortcut pour dire on-premise. Et donc, ça veut dire gérer en interne, gérer sur site. Passons à la quatrième question. Maître Craponne, à vous la parole. Absolument. Je reviens sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur les questions de formation, de sensibilisation, puisque un cabinet d'avocats, c'est une entreprise comme une autre. Donc, on parlait tout à l'heure de sensibiliser les équipes. Ça me semble effectivement indispensable. Mais puisque vous intervenez, enfin nos deux experts interviennent sur ces notions de sensibilisation, de formation, jusqu'où vous conseilleriez de pousser cette formation? Est-ce que pour vous, il suffit d'informer les équipes, d'informer les salariés, les collaborateurs des risques et des méthodes de base à utiliser? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment une réelle prise de conscience des enjeux matériels, économiques, des risques de la cybersécurité? Kim, d'après vous, jusqu'à quel niveau de technicité doit-on aller? Alors, personnellement, je suis convaincu qu'il est nécessaire d'aller assez loin, parce que ce qu'on recherche, c'est un changement de comportement. Si on fait que de l'information et si on n'explique pas jusqu'au bout le risque, jusqu'au risque technique, jusqu'au risque de piratage, la compréhension sera pas complète de mon point de vue. Donc, il faut aller assez loin. Il faut même, dans certains cas, faire des démos techniques de piratage de téléphone mobile, d'ordinateur, etc., voire en live, pour vraiment créer cette prise de conscience, expliquer correctement les choses. Et à partir de là, quand l'utilisateur comprend ces risques-là, il va vouloir se protéger, adopter les bonnes pratiques. Et là, on est dans le changement. Donc, de mon point de vue, il faut aller assez loin dans les explications et ne pas se limiter à de l'information. Tout à fait. Et vous, Jean-Philippe, pour vous, est-il nécessaire d'aborder plus en profondeur la technique que ce n'est le cas actuellement? Alors, la question est complexe. L'information doit être utilisée pour ce qu'elle est. Une réponse lorsqu'on a une question.
La meilleure illustration pour moi de l'information, c'est l'écriteau toilette sur la porte de la pièce destinée à cet effet. C'est une information efficace qui n'est utilisée que lorsque l'on en ressent le besoin. Les utilisateurs ne ressentent pas le besoin de faire de la cybersécurité, il faut se l'avouer, ou d'appliquer des gestes relatifs à ce sujet. Non, la clé réside dans la sensibilisation. Il y a longtemps, l'inventeur du pare-feu, firewall en anglais, et un cryptographe de renom international ont eu une réflexion à ce sujet à travers des échanges de presse sous forme de points. Si vous êtes intéressé, donc point contre point, je pourrais vous donner les références, hein, c'est entre Schneier et Ranum. L'un des acteurs disait, et c'était Ranum, qu'après 20 ans de formation à la cyber, la seule chose qu'il en retenait, c'était soit, pour que ça marche, qu'il fallait faire honte aux gens, soit de leur prendre leur argent. Depuis 20 ans, malheureusement, mon constat, c'est que les mentalités n'ont pas beaucoup évolué et que cette position est encore très réaliste. Les gens n'ont pas envie d'investir dans ce sujet, qu'ils voient comme une contrainte, on l'a dit avant, et Kim l'a ressouligné, et pas forcément une opportunité, et veulent simplement utiliser leur ordinateur et leur smartphone sans qu'on les embête. Si en 1984, on pouvait encore l'envisager et tenir cette position, on sait aujourd'hui que c'est presque criminel, puisque bon nombre d'entreprises ont cessé toute activité ou ont rencontré de grosses pertes financières à cause de manquements d'hygiène à la cybersécurité. Et quand je dis grosses pertes financières, on parle entre millions et milliards d'euros ou de dollars. Même si l'idée d'un permis d'usage informatique continue de faire son chemin sans trouver de réelle finalité, ça semble un sujet à continuer de creuser. Pour ma part, j'ai choisi une troisième voie, mais avant de vous la dévoiler, je veux vous rappeler un point essentiel qui permet de définir la différence entre information, communication et sensibilisation. La première est partagée sans aucune notion de réception et d'impact. La deuxième est rigoureusement contrôlée pour s'assurer de l'assimilation du message. Et c'est bien cela qui change tout. Pour ma part, donc, j'ai fait le choix d'axer, de centrer mes méthodes de sensibilisation selon 3 axes pour des buts distincts. 1. Faire mienne les nouvelles technologies pour faire vivre un effet waouh à l'apprenant. C'est le cas avec les expériences de réalité virtuelle que je déploie pour mes clients. À base de petits scénarios issus de la vie réelle, nous interagissons avec l'utilisateur et notre connaissance des neurosciences pour imprégner l'information, ce coup-ci, dans le cerveau de manière durable. La personne prend du plaisir à travers une expérience immersive qui se présente à elle sous forme de serious game avec des enjeux et dans un temps limité. Et de ce fait, lorsque la personne sort de son expérience, on peut l'interroger, on peut la questionner, on peut vérifier et elle a compris tous les concepts de manière très rapide. Je pense qu'il y en a peut-être un certain nombre d'entre vous ici qui ont testé, qui pourront donner leur avis là-dessus. Deuxièmement, faire passer un message de manière massive, simple et répétée. Dans notre société pétrie de réseaux sociaux, les youtubeurs sont des stars au même niveau que les footballeurs. Alors peut-être pas pour le même public, mais on voit que ce sont des influenceurs. Et c'est difficile de passer à côté de ce type de médias. Des vidéos courtes, simples et avec de l'humour et de la pédagogie, accompagnées de questionnaires pertinents pour toucher le collaborateur dans son usage quotidien, ça peut être une piste. Mais il ne faut pas que ce soit la vidéo barbante d'un PDG qui lit un message enregistré et qui vous dit « La sécurité, c'est l'affaire de tous ». Parce que son responsable de la sécurité l'aura saoulé pendant 2 ans pour avoir son push sur la question, mais en vrai, il n'adhère pas. Troisièmement, du présentiel. Et là aussi, on l'a évoqué, avec des présentations qui ont du punch, des anecdotes et ancrées dans la réalité quotidienne. Pour ce qui est de la formation, qui est un format plus long, hein, donc information, sensibilisation, formation, j'ai orienté uniquement les personnes qui ont un besoin métier spécifique à leur fonction, des PO, RSSI, DSI, développeurs, chefs de projet ou encore administrateurs système. Mais il faut que la couche de sensibilisation soit assez large pour couvrir les aspects essentiels nécessaires à tout un chacun. D'accord. Muriel, je veux juste rajouter un petit point par rapport à Cyberzen. Alors, ils ont fait un travail fantastique. J'ai testé, moi, j'ai expérimenté leur solution d'immersion de réalité virtuelle. Donc, on met un casque, hein, on a un écran, on rentre dans un scénario, donc on peut se retrouver dans une entreprise, etc. Et cette sensibilisation va vraiment être un jeu. Et on va voir beaucoup de sujets et c'est très puissant, c'est très intéressant. Et ça, il faudrait vraiment le développer parce que
les sensibilisations, ça fait des années qu'on en fait, qu'on sait que c'est important, on est obligé de recycler les gens au moins une fois par an, etc. Et c'est compliqué. Il y a une partie de la population, enfin des utilisateurs, qui fait tout pour pas venir à ce genre de choses, alors que c'est important. Avec le moyen, par exemple, de réalité avancée que propose CyberZen, ça devient un jeu. Et effectivement, il y a tout un travail qui a été fait pour que les bonnes pratiques soient intégrées assez naturellement. Donc, ils ont vraiment fait un truc fantastique là-dessus. Ok, génial. Alors, Maître Craponne, êtes-vous satisfait de ces réponses? Alors moi, je suis totalement en phase avec ces solutions, notamment les aspects réalité augmentée. Pour être moi-même formateur, surtout formateur sur des sujets juridiques qui en général sont pas très fun pour les apprenants. Effectivement, dès qu'on met un peu de mise en situation, de ludique, les personnes apprennent beaucoup mieux et prennent beaucoup mieux conscience des enjeux. Donc, je pense qu'il faut effectivement développer ces sujets. Donc, à vous la parole pour votre 5e question. Alors, c'est une question qui vient un petit peu compléter les précédents, parce qu'on a parlé beaucoup de formation, d'aspects techniques, de sécurité informatique. C'est ce que le RGPD impose en matière de sécurité logique et technique. Mais on nous parle aussi de sécurité physique. Donc, ça va être sécuriser les locaux, limiter les accès aux locaux, etc. Et je m'interroge un peu sur la manière dont on peut conseiller un cabinet d'avocats sur ces points-là, puisqu'on disait tout à l'heure en répondant aux questions précédentes, effectivement, on a des contraintes techniques, des contraintes économiques, on n'a pas forcément envie d'être perturbé dans notre quotidien. Donc voilà, encore une fois, qu'est-ce que vous pourriez conseiller sur ces aspects pour concilier à la fois l'aspect pratique de l'activité, puisqu'on est souvent amené à aller vite, et les exigences requises en termes de sécurité physique cette fois. Oui, Kim, vous qui avez travaillé donc aussi sur la sécurité, notamment tout ce qui est autour de l'imprimante, enfin ces aspects dossiers, qu'est-ce que vous avez comme feedback dessus? Alors, la première chose, c'est qu'au niveau risque, lorsqu'une équipe travaille sur un dossier sensible, si c'est connu, un pirate, enfin une organisation qui aura besoin d'avoir des informations, ça sera beaucoup plus simple, plus rapide et moins coûteux de faire de l'effraction physique pour aller voler des archives ou voler des dossiers en cours ou voler des ordinateurs que de se lancer dans un grand piratage à grande échelle. Donc c'est aussi, voilà, au niveau risque, il faut en avoir conscience. Donc effectivement, si on a des dossiers papier, alors le dossier papier, il a un intérêt de pas avoir d'informations connectées au réseau, mais aujourd'hui c'est quasiment impossible de travailler sans électronique. Mais en revanche, c'est beaucoup plus dur. Enfin, ça peut être plus compliqué à sécuriser parce que l'effraction physique est assez simple. C'est pas très compliqué pour des organisations de payer des criminels à aller faire des effractions. On a n'importe qui peut se faire embaucher dans une société de ménage et avoir tout loisir le matin, la nuit à faire des armoires, à rentrer dans des bureaux. Voilà. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc ces documents, il faut clairement éviter déjà au maximum d'imprimer et clairement les sécuriser bien souclés et contrôler que c'est efficace. Donc rien laisser traîner sur son bureau ou à l'imprimante. Oui, et on peut parler peut-être, soit Kim, soit Jean-Philippe, de la sécurité du disque dur de l'imprimante, chiffrement, destruction, tout ça. Alors, effectivement, l'imprimante, aujourd'hui, c'est très important parce que les sociétés qui vont pas implémenter du contrôle d'accès pour déclencher l'impression lorsqu'on arrive à l'imprimante avec son badge ou un code, quand ça, c'est pas en place, on constate que au niveau des imprimantes, on va retrouver des centaines de documents tous les jours que les utilisateurs ne sont pas venus chercher avec des données très sensibles. Donc là, c'est une attaque un peu diffuse, ça sera pas ciblé, mais c'est pas terrible et il y a déjà eu des fuites d'informations assez lourdes liées à ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est mettez en place, activez les systèmes qui déclenchent les impressions au niveau des imprimantes lorsque vous n'êtes pas tout seul dans votre bureau, si vous n'avez pas une imprimante dans votre bureau. Il y a un autre sujet aussi, c'est les conversations téléphoniques et le travail dans les transports publics. Honnêtement, aujourd'hui, quand on est à l'aéroport, qu'on est dans le train,
on assiste à des conversations surréalistes d'avocats qui sont en train de négocier. Ça touche pas que les avocats, hein, de chefs d'entreprise qui sont en train de parler de dossiers sensibles, de banquiers, etc. Donc, il faut rester très prudent. Il faut bien imaginer que on a peut-être la pièce du puzzle qui manque à un attaquant. Donc l'information qu'on va révéler peut être la dernière pièce du puzzle au niveau d'une cartographie d'information pour les attaquants. Donc, il faut rester très prudent là-dessus, avec évidemment ne rien diffuser sur les réseaux sociaux. Donc là, on déborde un petit peu du physique, mais c'est une globalité. Il faut voir ça dans une globalité. Très bien. Jean-Philippe, vous voulez ajouter quelque chose? Avant de répondre à la question de Maître Craponne, je vais peut-être répondre à la vôtre, Muriel, et compléter effectivement ce que Kim a très bien présenté par deux exemples, puisqu'on vient de parler juste avant de sensibilisation, donc on va aller dans le concret. On parlait de personnes qui peuvent se faire embaucher et qui sont des espions et qui viendraient faire le ménage chez vous. Moi, je prendrais la personne qui fait le ménage et qu'on peut corrompre parce que lorsque vous payez quelqu'un au SMIC et que vous lui proposez 5, 10 000 euros juste pour récupérer un document, c'est tentant. Ça peut faire son année, ça peut faire un gros bonus, et puis s'il n'y a pas les contrôles d'accès nécessaires, s'il n'y a pas la surveillance nécessaire, et s'il y a un peu de laxisme au niveau des collaborateurs sur la gestion des documents confidentiels, on ne saura pas qui a fait le coup. Donc ça, c'est la première chose. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Je vous cite ça non pas pour faire un roman d'espionnage, mais parce que ce sont des cas qu'on voit. Et l'autre réponse en complément, c'était sur les imprimantes. Sachez que chaque fois que vous imprimez ou vous scannez un document, il y a un disque dur sur ces imprimantes depuis au moins 20 ans maintenant. Et ce disque dur copie l'intégralité de ce que vous passez dans ces jolies machines. Et ça, c'est l'entreprise qui vous loue ou le technicien qui vient faire la maintenance de la photocopieuse qui y a accès. Donc sachez qu'il y a peut-être des choses à regarder, comme exiger le chiffrement de ce disque dur, que vous ayez le mot de passe, etc. Alors je vais maintenant rentrer, si vous en êtes d'accord, dans la réponse pour la question posée par Maître Craponne. Et je vais le faire en citant ce RGPD qui me tient tant à cœur, tellement j'ai trouvé qu'il était bien fait sous de nombreux aspects. Dans le texte, donc section 2, article 32, alinéa 1, on dit « Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques. » Les mesures physiques ne sont pas ici explicitement mentionnées parce qu'elles font partie des mesures techniques et organisationnelles. Ici, le législateur nous parle tout bonnement de la mise en place de l'état de l'art. Et pour ma part, je ne connais pas d'entreprise en Europe où cet état de l'art soit en place. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais que je ne l'ai jamais constaté de mes yeux. Et ne serait-ce qu'avoir des tests d'intrusion réguliers et des analyses de risque qui servent à autre chose qu'à obtenir un tampon ou caler une table sont des faits assez rares pour être notés. Alors parler de l'implémentation de l'état de l'art, il y a encore un écart. Oui, les GAFAM y sont et s'en sont donné les moyens très tôt. Chez Microsoft, ça remonte à 2003, chez Google à 2010. Pourtant, on trouve toujours de nouvelles vulnérabilités dans leurs produits alors qu'ils investissent des sommes colossales, et quand je parle de sommes colossales, on parle de milliards dans la question et ont la sécurité informatique comme une véritable obsession. Du coup, je souligne quand même que la sécurité informatique, c'est compliqué. Pour en revenir au cœur de la question, je ne pense pas que nous soyons particulièrement dans une question de cybersécurité, mais plutôt de bon sens et de confidentialité de l'information. Oui, vous ne devez pas laisser traîner de documents confidentiels sur votre bureau, ni à l'imprimante, ça a été dit. Et moi, j'ai d'ailleurs deux expériences en serious game qui s'axent là-dessus pour essayer de vous faire prendre conscience de la question. La première, vous incarnez un voleur de nuit dans un bureau, donc on échange votre rôle, vous n'êtes plus le collaborateur, mais vous êtes le voleur, et vous avez le plaisir de dérober absolument tout ce que le collaborateur n'a pas mis sous clé.
et on trouve de nombreuses choses. Et c'est l'expérience dont Kim parlait. La deuxième, c'est une collaboratrice en télétravail qui doit, d'une part, s'assurer que les livreurs de son canapé ne pourront pas avoir un œil indiscret sur son travail et ses dossiers confidentiels, et d'autre part, que son fils et son iPhone ne participeront pas, même non intentionnellement, à sa réunion confidentielle. Finalement, ça nous fait réfléchir et je ne suis pas bien sûr qu'il y ait une barrière entre l'aspect physique et l'aspect informatique, si ce n'est que nous ne sommes pas forcément exposés aux mêmes risques, ce qui tend partiellement à changer avec l'Internet des objets. Effectivement. Maître Craponne, que pensez-vous de ces réponses? Je suis assez d'accord. Enfin, pour manipuler le RGPD régulièrement depuis son entrée en vigueur, je suis totalement en phase avec ça. La sécurité physique doit être absolument prise en compte en même temps que la sécurité informatique et que la sensibilisation. Donc, on est totalement en phase là-dessus. D'accord, parfait. Donc, on peut passer à votre sixième question. Absolument. C'est ma dernière question sur une question un petit peu plus large que les précédentes. Parce qu'en matière de sécurité, bon, admettons qu'on ait totalement sécurisé notre cabinet sur un plan logique, physique, toutes les équipes sont bien sensibilisées. On a un métier dans lequel on échange avec énormément de personnes, que ce soit des confrères, des experts, des clients, des partenaires. Enfin, on a un panel de destinataires et de personnes qui nous envoient des informations assez importants. Est-ce que vous avez des moyens ou des conseils pour se prémunir contre les lacunes en termes de cybersécurité de tous ces interlocuteurs? Jean-Philippe, connaissez-vous des outils, des techniques ou des méthodes pour se prémunir des lacunes des autres? Alors, je dirais, si la solution recherchée est magique, ça n'existe malheureusement pas, parce que il n'y a pas aujourd'hui de solution avec un bouton qui ferait tout ça. Quelqu'un qui veut pénétrer un système d'information y arrivera, même si cela doit lui prendre des mois et s'il doit pirater d'autres sociétés, dont vos clients, pour pouvoir y arriver, il le fera. Mettre sa confiance dans un antivirus ou un SOC, donc un centre de supervision de la sécurité, c'est illusoire. En soi, ces outils augmentent la probabilité de retarder le piratage, mais ne le réduisent pas à zéro. Dans mon métier, on a l'habitude de dire il y a deux sortes de personnes, ceux qui se sont fait pirater et ceux qui vont se faire pirater. Si on devait chercher une solution, elle serait plutôt au niveau du notariat. Alors c'est assez marrant de parler de notariat à des avocats, mais en effet, tous les avocats étant inscrits auprès du barreau, qui agit comme un tiers de confiance, et c'est là qu'on retrouve la notion de notaire, on pourrait tout à fait imaginer que chaque avocat qui est accepté au barreau reçoive une clé électronique, un certificat par lequel il pourrait s'identifier de manière certaine, c'est-à-dire prouvé mathématiquement, parce que lorsqu'on parle de certitude en informatique, on parle d'une preuve mathématique irréfutable. Donc prouver mathématiquement qu'il est bien la personne qu'il dit être. Cela règle la question de l'échange confraternel et de l'échange de l'avocat envers ses clients. La question des experts pourrait être réglée au même titre parce que chaque expert juridique relève d'une cour d'appel. Maintenant, pour toutes les autres personnes, c'est un peu plus complexe. Une des solutions les plus simples à mettre en place, à mon avis, c'est sûrement une plateforme de dépôt, de mise à disposition par l'avocat pour pouvoir communiquer avec lui. Cette plateforme peut alors vérifier si le fichier est suspect ou non grâce à un ou plusieurs antivirus. Mais on voit bien ici que cela demande une rigueur que peu de personnes ont envie ou peuvent se permettre d'avoir. En effet, quand on travaille dans le 440, on peut espérer avoir des personnes compétentes pour assister en cas de problème lors des échanges. Mais lorsque notre matière porte plus vers le social ou le droit du travail, il est probable que les compétences soient plus aléatoires. Je note d'ailleurs que si j'inverse la charge et que c'est l'avocat qui doit communiquer des solutions comme Nextcloud, plébiscité par le ministère des Finances, ou alors Wimi, pour parler d'un produit, d'un service sur étagère, avec du support professionnel, vous permettent de faire sauter un verrou au sujet de la confiance, puisque votre plateforme de partage et de gestion est centralisée et identifiée. D'ailleurs, nous parlions de GAFA un peu plus tôt, et c'est ici une excellente alternative pour le stockage, la diffusion et la confidentialité de vos données, bien plus intéressante que le mail, même s'il faut là encore travailler sur ses habitudes. D'accord.
Et Kim, quels seraient les outils, les idées, les trucs et astuces sur ce sujet pour en fait se prémunir de lacunes chez nos interlocuteurs quand on est un avocat? Jean-Philippe a très bien répondu. C'est vrai que proposer une plateforme de transfert sécurisé de fichiers aux clients qui sont pas sensibilisés, c'est important. L'utiliser, c'est aussi important. Il faut éviter tout ce qui est service cloud public, en plus gratuit, où il n'y a aucune garantie de sécurité, qui malheureusement, on le constate, les WeTransfer, Dropbox, etc. peuvent être assez communément utilisés aujourd'hui. Donc ça, il faut éviter. Il faut utiliser des plateformes plus sécurisées, dont parlait Jean-Philippe. Quand on est un cabinet qui a les moyens de mettre en place ces plateformes, les mettre en place carrément dans son propre système d'information, c'est ce que proposait Gide, par exemple. Ils ont leur propre plateforme hébergée en interne de transfert de fichiers qui préconisent par défaut à tous leurs partenaires. Et puis il y a un autre risque, enfin un autre point que je voudrais suggérer, c'est que même si on utilise une plateforme sécurisée, il faut faire très attention parce que un compte peut être piraté, et on l'a vu beaucoup de fois. Les pirates vont compromettre un compte d'un client, enfin d'une contrepartie, et à partir de là, ils vont uploader un malware dans un fichier malveillant ou un Word, etc. Et puis ils vont envoyer un message pour le partager avec tous les correspondants du compte compromis. Donc s'ils compromettent le compte d'un dirigeant, d'un patron de cabinet avocat ou une entreprise, ils vont pouvoir cibler plein de personnes. Le destinataire va voir un mail ou un partage de fichiers légitime arriver, et très facilement va pouvoir tomber dans le panneau. Donc il faut se poser la question quand on reçoit des documents, quand on reçoit des communications de ses partenaires, même très connus, même avec qui on a l'habitude de travailler. Il faut toujours se poser la question, pourquoi il m'envoie ça? Est-ce que ça a un vrai lien avec mon activité actuelle? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils peuvent aussi se faire pirater leur compte. Tout à fait. Maître Craponne, que pensez-vous de ces réponses? Je retiens que, pas forcément uniquement sur cette question, mais sur l'ensemble de mes questions, je retiens que la part de sensibilisation et de modification des habitudes en interne est prépondérante. Effectivement, le plus important, c'est que les personnes aient conscience des risques. Pour ce qui est des dernières questions, effectivement, s'assurer. Nous, on a le cas régulièrement de mails d'experts qu'on reçoit avec des WeTransfer. Il y a toujours un petit signe, une petite signature qui ne correspond pas du tout à la signature d'un expert, un tutoiement qui n'est pas habituel. Donc voilà, mais c'est vrai que si on n'est pas sensibilisé, en plus pris dans le flux, on est toujours un peu dans l'urgence. Donc la sensibilisation me paraît effectivement le point le plus important en termes de cybersécurité. Parfait. D'accord. Je vous présente maintenant Maître Poliana Bigle du cabinet Bensoussan qui nous joint de Paris. Poliana, pouvez-vous présenter votre activité et puis commencer à poser vos questions à nos deux spécialistes? Et je vous remercie Muriel. Je suis donc Poliana Bigle, je suis avocat au sein du cabinet Alain Bensoussan, qui est un cabinet spécialisé en droit de l'informatique et l'innovation. J'anime et dirige un département spécialisé qui est un département sécurité numérique, et je suis également spécialiste en droit des nouvelles technologies, et j'ai obtenu une certification auprès de l'ANSSI. Donc je m'occupe quotidiennement pour les clients de droit de la cybersécurité, et donc j'essaye de faire justement la liaison entre l'aspect technique et l'aspect légal qui est parfois difficile à faire dans cette matière. Alors, moi, j'avais une question qui rejoint quand même celle qu'on avait déjà, qu'on a pu déjà aborder, mais peut-être un peu plus précis sur le partage des documents. On utilise quand même de la messagerie électronique. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour pouvoir assurer la confidentialité des échanges, et notamment des échanges de pièces, par la voie d'une messagerie électronique?
Jean-Philippe, vous voulez répondre sur comment garantir la confidentialité des mails et des pièces jointes? C'est une excellente question, donc avec plaisir. Je vous propose un exercice pratique. Vous prenez le dossier où vous recevez les mails de vos clients et vous les classez par domaine d'envoi. Vous serez du coup probablement surpris de voir que la moitié de vos clients confient leurs mails à Google ou à Microsoft. Et plus étonnant dans cette analyse, cela veut dire qu'un nombre considérable de vos échanges sont déjà chez ces deux fournisseurs. En matière de gestion de la confidentialité, pour les échanges, on a déjà vu mieux. À titre d'exemple, 17 groupes du CAC 40 externalisent leur messagerie chez des fournisseurs américains, dont 3 chez Google et 4 chez Microsoft. Si on souhaite réellement garantir la confidentialité des échanges, il n'y a qu'une seule solution à ce jour, c'est le chiffrement des mails. En effet, cette technologie n'a jamais été créée, et là je parle du mail, pour garantir la confidentialité. Il faut la voir comme notre bonne vieille carte postale. De ce fait, quand bien même vous marqueriez confidentiel avocat, puisque je sais que ça peut être la pratique, dans vos objets de mail, si celui-ci n'est pas chiffré, tout informaticien sur le trajet de votre message est potentiellement en mesure de lire le contenu, voire de le modifier. Et c'est justement en adéquation avec le chiffrement que l'on ajoute la signature électronique afin de garantir l'intégralité des écrits. Et si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo de sensibilisation qui traite ce sujet pour vous permettre d'y voir plus clair. Ce n'est pas un sujet facile, et quand bien même les grandes plateformes commencent à essayer de proposer des solutions, il n'y a malheureusement pas d'action simple. En France, par exemple, les impôts s'y sont également cassés le nez. D'accord, oui, je l'ai vu, la vidéo, elle est sur YouTube, sur le compte Cyberzen. Kim, quelles sont vos recommandations sur ce point particulier? Alors, au niveau des échanges, c'est vrai que la messagerie, c'est pas l'outil idéal pour échanger des documents, surtout que chaque destinataire va avoir une taille limite de pièces jointes. Donc en plus, ça rajoute le stress de savoir à l'avocat si son destinataire a bien reçu ou pas le document. Il n'a pas d'accusé de réception et de lecture du document. Donc on avait fait une étude dans un cabinet et on avait préconisé à l'époque Blue Files. C'est une solution qui est française en plus, qui est excellente, qui a mis l'accent en plus sur l'expérience utilisateur, donc qui est extrêmement simple à utiliser et qui amène, donc c'est du chiffrement qu'on appelle en anglais data centric, donc c'est le fichier lui-même qui va être chiffré. La plateforme Blue Files n'a pas accès, ne peut pas techniquement avoir accès aux documents. Ça a été reconnu et prouvé lors d'études de sécurité. Et cette solution, elle fonctionne sur toutes les plateformes. Alors j'en fais de la pub gratuitement parce que franchement, c'est une super solution et qui est très simple à utiliser. Et l'utilisateur, lui, n'a simplement qu'à imprimer avec l'imprimante Blue Files le document pour le chiffrer. Et après, il peut le partager très facilement. Il peut avoir un accusé de lecture et il peut mettre une durée de validité des documents. Et ça, c'est intéressant parce que si vous avez un client qui doit vous envoyer sa pièce d'identité, des documents, etc., vous, en tant qu'avocat, vous allez en avoir besoin pendant une durée limitée pour faire un certain contrôle. Et du coup, la personne en face peut mettre une date de validité d'une semaine, un mois, un an s'il veut, mais au moins, il garde un peu le contrôle de ses données. Parfait. Il ne faut pas oublier, je rajoute juste, j'y pense, la partie mobile. Tout ce qui est communication sur mobile peut ne pas du tout être sécurisé. Et là, il y a aussi des solutions françaises intéressantes en messagerie instantanée pour sécuriser tout ça. Je pense à Olvid, par exemple, en France, qui fonctionne très bien, qui permet de remplacer WhatsApp et d'utiliser un système plus sécurisé. Ok, parfait. Moi, je connais Twinme également. Maître Big, que pensez-vous des réponses? Oui, je vais rajouter quelques précisions. Je vous remercie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que les barreaux et le CNB sont en train de travailler sur la mise au point d'un certain nombre de solutions qui permettraient aux avocats de travailler avec plus de sécurité. Certains barreaux proposent déjà
des services d'archivage électronique et de partage de documents sécurisés, comme notamment au niveau du barreau de Paris. Donc ça, c'est une première chose. Il faut préférer des outils qui pourraient être audités, avoir été audités par le CNB et par les barreaux. Et une autre solution, vous parliez de la signature électronique des mails, pourrait être d'envisager une ouverture de l'utilisation de la clé RPVA, qui est l'outil de signature qui permet d'échanger de manière sécurisée avec les juridictions. Et donc, l'idée, ce serait peut-être de creuser ces solutions pour les ouvrir à nos clients et même rien qu'à nos confrères, parce qu'entre confrères, on a un partage qui n'est pas encore idéal. Voilà, si je pouvais. Vous aviez une deuxième question, maître. Alors, ma deuxième question rejoint quand même la première question qui était sur le choix d'un fournisseur. Comment est-ce qu'on arrive à choisir le bon fournisseur, que ce soit au niveau de la messagerie, du logiciel métier, de logiciel facturation. Voilà. On a un souci extrêmement important, vous l'avez compris, pour préserver la confidentialité et le secret professionnel. Kim, quels outils SaaS sont compatibles avec le secret professionnel des avocats? En fait, c'est une question d'approche. Quand on a un projet métier, donc là je parle vraiment de mon expérience, quand on a un projet métier qui arrive avec des préconisations, enfin une liste de solutions SaaS, nous, professionnels de la sécurité, on fait une étude. Dans cette étude, on va regarder pas mal de choses. Mais aujourd'hui, les points clés qu'il faut retenir, donc déjà, c'est quel est l'enjeu de l'outil, quelles données métier il va manipuler ou pas, est-ce qu'il y a un vrai enjeu ou pas. Et s'il y a un enjeu, ce qu'on préconise, enfin ce qui est très intéressant, c'est que les sociétés qui proposent ces outils SaaS sont des développeurs, hein, c'est des développeurs de logiciels qui exploitent eux-mêmes leurs solutions. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est pas, comme le disait Jean-Philippe, qu'elles fassent un test d'intrusion pour regarder la sécurité de leur plateforme une fois par an, parce que des mises à jour, il y en a des évolutions du logiciel, il y en a presque toutes les semaines. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'elles mettent en place un programme de bug bounty qui va pouvoir suivre le niveau de sécurité dans le temps de la plateforme. Et ça, c'est très intéressant. Il y en a encore peu qui le font aujourd'hui, mais en tout cas, ceux qui le font apportent une belle assurance aux clients de détecter des failles de sécurité. Et après, est-ce que vous pouvez expliquer pour nos confrères ce qu'ils devraient faire pour mettre en place un programme de bug bounty? Est-ce qu'il faut se mettre à plusieurs cabinets pour l'organiser? Et qu'est-ce que c'est? Parce que je crois que nos confrères ne connaissent pas bien ce mot. Alors, le bug bounty, ça va être et Jean-Philippe précisera, je pense qu'il connaît aussi très bien le sujet, c'est une communauté de chercheurs en sécurité qui sont là pour découvrir des failles. Alors, le monde de la sécurité est très vaste. Des failles, il y en a au niveau système, au niveau applicatif, dans le développement, il y en a à tout niveau. Donc, c'est une grosse communauté de chercheurs en sécurité, chacun spécialisé dans leur domaine, qui vont éprouver des plateformes, des solutions SaaS, et qui vont identifier des failles. Et ces failles, eux sont rémunérés sur les failles qu'ils détectent. Donc, plus la faille est difficile ou importante, plus elle sera rémunératrice pour eux. Et ces failles sont remontées aux éditeurs pour correction. Donc, en général, ceux qui peuvent lancer des programmes de bug bounty, idéalement, c'est les propres éditeurs. C'est à eux de payer la mise en place de la sécurité de leur solution. Mais en tant que client, le barreau pourrait très bien sélectionner un certain nombre de solutions et mettre en place son propre programme de bug bounty pour avoir une certaine assurance dans le temps que les solutions qui sont proposées ou préconisées restent sécurisées.
Oui, Je sais pas si j'étais assez clair, si tu veux rajouter quelque chose, Jean-Philippe. je vais effectivement y revenir avant de rentrer dans ma réponse. Aujourd'hui, vous avez deux acteurs français qui sont internationaux, qui s'appellent Yasuyak et Yogosha, qui ont des approches un petit peu différentes sur la sélection des chercheurs et sur le suivi. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les clients finaux, normalement, effectivement, qui payent pour le bug bounty, c'est bien la solution, enfin la société éditrice des logiciels qui fait ça. Néanmoins, on pourrait totalement imaginer dans un cahier des charges que le barreau ou un ensemble de confrères se mettent ensemble et disent vous avez l'obligation de nous prouver que votre solution est sécurisée pour que on la recommande ou qu'on la mette en place. Et du coup, si vous voulez, je vais rentrer directement dans ma question, dans ma réponse, pardon, à votre question, et puis on y reviendra après s'il reste des questions à ce sujet-là. Et du coup, j'en reviens au RGPD et à ces articles 28 et 32 qui vous contraignent à être à l'état de l'art en matière de sécurité informatique. Le 28 se positionnant particulièrement sur vos fournisseurs, et ce qui n'est pas simple, comme on vient d'en discuter, et vous demande de vous assurer, c'est-à-dire d'effectuer un audit, si on enlève la langue de bois, que vos fournisseurs, pour faire preuve qu'eux aussi sont à niveau en matière de sécurité, vous en fassent la démonstration. Je pense que si on fait un sondage parmi les auditeurs, les gens qui sont là aujourd'hui, on sera surpris du peu de connaissances réelles que nous avons dans ce domaine. Là encore, je tiens à disposition une vidéo sur ce sujet. C'est d'ailleurs un sujet qui me tient à cœur, pour lequel j'ai reçu un prix aux Assises de la sécurité il y a quelques années, parce que j'ai développé au fil de l'eau des outils qui permettent de vous assurer de la pertinence de vos sous-traitants à ce niveau-là. Pour choisir son fournisseur de service, il faut avant tout se poser la question de l'usage et des risques. En effet, si vous voulez vous protéger du piratage par un État, soyons honnêtes, personne ici n'aura les moyens financiers et humains nécessaires pour le faire. Maintenant, le minimum que vous pouvez mettre en place, nous l'avons abordé sommairement. Chiffrement, signature, authentification forte, gestion des droits d'accès et sauvegarde. Avec tout cela, ce ne sera pas la panacée, mais ce sera déjà un bon commencement. Prenez des interlocuteurs de proximité, compétents ou des services cloud qui répondent à vos besoins fonctionnels, mais surtout faites-vous assister. Oui, un conseil coûte de l'argent, vous êtes bien placé pour le savoir, mais ce sera toujours moins important qu'un préjudice subi. Chaque cas est différent et chaque solution doit être adaptée à vos besoins. De ce fait, le bug bounty est une approche, mais la démonstration en amont que les solutions que vous prenez s'assurent de la sécurité et prennent ça comme un critère important, comme le font par exemple les GAFA aujourd'hui, c'est aussi un moyen de sélection. Merci beaucoup. Est-ce que vous conseillez, du coup, pour les fournisseurs pour lesquels on ne peut pas négocier de contrat et donc on n'arriverait pas à les obliger à démontrer leur conformité en matière de sécurité, est-ce que vous avez un conseil à donner donc, pour ces contrats d'adhésion? Ce que je comprends de vos propos, c'est la nécessité impérative de se faire assister par des professionnels qui connaissent ces solutions standards et qui sont en capacité de faire une analyse des contrats d'adhésion et de la solution elle-même, puisqu'on ne peut pas la négocier en fait. Oui, effectivement, si on parle des grandes sociétés, on peut en citer quelques-unes, il n'y a pas de problème, mais que ce soit Salesforce, que ce soit Microsoft avec son Office 365, que ce soit Google, etc., vous n'arriverez pas à les contraindre ou à les forcer à changer une virgule de leur contrat d'adhésion. Peut-être si tous les avocats de France se mettaient ensemble, ça représenterait un poids financier suffisamment important, mais je ne connais pas un seul cabinet, aussi gros qu'il soit, aussi international qu'il soit, qui puisse à lui seul contraindre là-dessus. Dans les grands groupes internationaux où moi j'ai travaillé, qui font entre autres partie du CAC 40, ces entreprises-là n'avaient déjà pas ce poids-là. Donc restons réalistes là-dessus. Donc effectivement, lorsque vous commencez à lire les conditions d'adhésion et les retours sécurité qu'il y a, on vous sort des certifications, on vous sort des audits périmétriques. Alors pas l'audit lui-même, mais la validation que l'audit a bien été fait et qu'on s'est engagé à continuer. Je pense que vous êtes mieux placé que moi pour dire si ce genre de choses répond à l'article 28 du RGPD.
Je suis pas convaincu. Il faudrait faire un petit PIA pour s'en assurer, mais je pense que c'est pas totalement le cœur et l'idée de la loi. Maintenant, parfois, on ne peut pas faire autrement. Il faut pas être plus royaliste que le roi. On a vu pendant la crise sanitaire que nos chers parlementaires ont aussi utilisé des outils de pays étrangers. On peut citer Zoom, qui est souvent utilisé, qui a été souvent utilisé. Parfois, la solution drive le métier, et c'est à partir de là que l'expert ou le conseil doit venir vous apporter des solutions, non pas pour vous freiner, non pas pour vous dire non, c'est pas bien. Oui, ok, c'est pas bien, mais maintenant que c'est là, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour s'en sortir? Et c'est plus facile toujours d'opérer en amont. Hein, quand on parle de développement, on dit que ça coûte c'est fois 100 la différence entre l'opération en amont et l'opération en aval. Parce qu'une fois qu'il faut rattraper les pots cassés, je pense que Kim pourra bien en parler puisqu'il accompagne pas mal de gestion de crise avec ses équipes, bah là c'est une autre histoire et ensuite il faut resensibiliser, rechercher, etc. Et puis l'impact sur votre image, et je pense qu'en termes de cabinet d'avocats, l'image c'est quand même important. Vaut mieux investir en amont qu'en aval. D'accord. Alors, on va passer à la présentation de Parsec, une solution souveraine qui risque bel et bien de remplir toutes les cases. Nous avons pour cela demandé à Thierry Leblond, fondateur de SIL, de nous en parler. Bonjour, merci Muriel de cette invitation. Donc je me présente d'abord, je suis Thierry Leblond, je suis ingénieur général de l'armement. J'ai toute ma carrière au ministère de l'Intérieur, ministère des Armées, une partie aussi dans un grand groupe chez Safran, en tant que DSI d'une des filiales. Et puis en 2014, j'ai créé une société qui s'appelle SIL, qui est spécialisée en transformation numérique des grands comptes et en sécurité du partage de données sur Internet. Dans ce cadre-là, fort de l'expérience qu'on a acquis dans notre expérience de transformation numérique, on a identifié en fait un point important qu'on a souhaité développer en tant qu'éditeur, qui est en fait la solution Parsec, qui a été conduite en partenariat avec le ministère des Armées, donc la DGA, la Direction Générale pour l'Armement, le CNRS, donc un laboratoire de Bordeaux. Maintenant, nous poursuivons avec le CEA. Et c'est une solution qui est en open source, puisque c'est un point qui n'a pas été abordé, mais qui est essentiel pour la sécurité, c'est la lisibilité du code, et qui est en cours enfin, en tout cas, on a fait la demande de certification auprès de l'ANSSI, qui a été évoquée tout à l'heure, pour une certification de sécurité de premier niveau, qui est une condition sine qua non d'utilisation d'un logiciel, en tout cas en France. Parsec, c'est un composant de stockage de haute sécurité qui permet le partage de données sur le cloud public. Il a deux principales performances, si on peut dire. D'une part, il est zéro trust et d'autre part, zéro knowledge, mais je vais y revenir dans le détail. Le zéro trust et le zéro knowledge, ça implique en gros que vous ne faites confiance à personne, à part vous-même. Quand je dis vous-même, c'est votre terminal. Donc, vous ne faites pas confiance au réseau, vous ne faites pas confiance au cloud, vous ne faites pas confiance à l'administrateur ni à votre infogéreur, mais par contre, vous les utilisez pour ce qui vous donne de bien, c'est-à-dire des solutions pas chères. Alors, s'agissant des risques, ils ont été largement évoqués. Je vais les reciter en synthèse. On a évoqué la violation des données, et notamment le respect du référentiel général de protection des données qui a été maintes fois évoqué. Le deuxième risque, c'est la corruption des données, avec un autre risque qui a été évoqué souvent, c'est le ransomware, enfin le rançongiciel. Et puis enfin, un point qui est fondamental, en tout cas dans notre analyse, c'est le risque juridique avec les lois d'extraterritorialité type Cloud Act, Patriot Act, ou Foreign Corrupt Practices Act, qui n'a pas été évoqué, mais qui a emmené en prison Frédéric Pierucci à l'occasion d'un de ses voyages aux États-Unis dans le cadre de l'affaire Alstom. Et donc, c'est un point qui, de notre point de vue, est essentiel, notamment dans les échanges internationaux. La crise du Covid-19 a amplifié en fait un processus qui était à l'œuvre, ce qu'on appelle la dématérialisation, la transformation numérique, avec l'avènement très brutalement du télétravail. Et le télétravail, c'est majoritairement utiliser ce qu'on appelle le Bring Your Own Device, c'est-à-dire son ordinateur personnel à des fins de télétravail. C'est également accéder en fait à son outil professionnel par Internet
et non plus par un intranet. Et en ce sens, c'est une évolution majeure parce que la plupart des entreprises vont aborder aujourd'hui avec le déploiement ce qu'on appelle d'un VPN, c'est un Virtual Network, qui s'avère en fait être un vrai problème à la fois en termes de concentration de l'information et de sécurité également. Donc, il faut savoir maintenant s'affranchir de ces solutions. Le quatrième point, c'est qu'on on accède maintenant à notre information par une mobilité croissante avec les outils numériques. L'avènement du cloud public également est assez important, puisque c'est l'outil qu'on utilise généralement. Un point qui a été signalé, c'est le low cost également, qui est une demande extrêmement forte des sociétés qui veulent travailler maintenant dans ce nouvel environnement. J'ajouterai deux derniers points donc, qui sont importants et un qui n'a pas été évoqué, ce que je qualifierais la multi-organisation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du jour au lendemain avec qui on va devoir travailler en confiance. Et pourtant, il faut être capable d'établir des relations de confiance de façon très rapide. Et enfin, évidemment, la sécurité, qui a été maintes fois évoquée ici et que je vais développer. Donc, pour nous, en fait, faire de la sécurité dans cet environnement qui est de plus en plus ouvert et menaçant, ça implique 5 niveaux de confiance. Hein. Le premier, c'est le terminal. Mais là, on a vu qu'on a affaire à des outils qui sont généralement fabriqués à l'étranger. Et donc, on est condamné à faire confiance à son terminal et à son système d'exploitation. Et donc, le principe numéro 1, c'est de mettre à jour son système d'exploitation. Alors, on n'est pas à l'abri, évidemment, des failles zero day, qui sont des failles manipulées par les États. C'est-à-dire que si on a des secrets d'État à partager, on évite de le faire sur Internet, ça c'est clair. Ensuite, le deuxième point, qui est très maîtrisé, c'est la confiance dans le transport. Là, je dirais que le HTTPS, c'est-à-dire le chiffrement du flux, répond aux besoins dans les échanges. Le troisième élément de confiance, c'est l'authentification, qui a également été évoqué, avec en particulier l'authentification forte. Mais là, je vais quand même aborder le point sous 3 angles, avec en particulier l'authentification forte et 3, disons, solutions génériques. 2 qui sont assez connues, c'est la fédération d'identité et deuxièmement l'infrastructure de gestion de clés, qui est une solution très complexe de mise en œuvre et qui est principalement réservé aux grands comptes et qui consiste à certifier des identités sur la base d'une autorité de confiance supérieure. Mais il y a un point qui est rarement évoqué et c'est celui qu'on a nous mis en place, c'est l'autogénération de clés, c'est-à-dire en fait la capacité à gérer soi-même sa propre identité. Je vais y revenir, c'est la décentralisation de la sécurité. Le quatrième point de confiance, c'est la question juridique. Alors, vous avez plusieurs façons de la couvrir. Hein. D'abord, en faisant ce qu'on appelait tout à l'heure une infrastructure on-premise, c'est-à-dire dédiée, c'est-à-dire propre à l'entité, mais ça, ce n'est pas à la portée des petites structures. Une deuxième approche sur le cloud, c'est ce qu'on appelle la norme Secnum Cloud, qui est préconisée par l'ANSSI, qui consiste à garantir l'hébergement des données sur le territoire national. Et vous avez également un troisième point qui rejoint le principe de l'authentification par clé autogénérée, qui est en fait l'autogénération de clés et en fait la maîtrise par la personne de toutes ces données via des clés détenues. Le cinquième élément de confiance, et là il est clé, et ça rejoint en fait tout ce qui a été dit, c'est la question du partage. Puisque si on va sur Internet pour échanger, c'est bien parce qu'on a un problème de partage. Et là, la sécurité du partage, c'est le cœur du problème que je vais évoquer maintenant avec un certain nombre de zooms. Donc, on évoquait tout à l'heure comment choisir sa solution. Je pose une question qui est très simple pour permettre de choisir sa solution. Faire de la sécurité, c'est faire confiance à un tiers, forcément. Le tiers ultime étant son terminal, le fabricant de son OS, son infogéreur, son administrateur distant, son fournisseur de réseau, que sais-je. La question qu'on doit systématiquement se poser, c'est qui possède la clé. Voilà. Et en tirant cette petite ficelle, qui est une question toute simple, on se rend compte que eh bien, la réponse n'est pas si simple et que beaucoup de solutions dites sécurisées, en fait, à partir du moment où on les aborde sous l'angle qui possède la clé, on se rend compte qu'elles ne sont pas sécurisées du tout, puisque en fait, ça revient à confier la clé à quelqu'un en qui on n'a pas confiance.
Donc, dans le cas de Parsec que je suis censé présenter, je suis désolé de, de vous tenir en haleine, le choix qu'on a fait, c'est que personne ne dispose de la clé, sauf l'utilisateur final, c'est-à-dire le propriétaire du terminal, et que malgré tout, le partage de la donnée peut s'effectuer. Alors, l'avantage est très simple, c'est que derrière, on a en fait un concept de décentralisation de la sécurité. Ce qui est compliqué à mettre en œuvre, il faut bien le comprendre, c'est la question de la sécurité centralisée avec toute une chaîne de certification qui remonte au plus haut niveau, ce que j'ai extrapolé par l'infrastructure de gestion de clés. Avec une clé autogénérée, c'est très simple, on est le seul garant de sa sécurité. Alors évidemment, le corollaire, c'est que la relation de confiance avec un tiers s'établit par un enrôlement de proche en proche. On peut dire qu'on est dans un environnement qui peut ressembler à des réseaux de résistance pendant la guerre. C'est-à-dire chacun recrute un certain nombre de personnes et de proche en proche, on arrive à établir la confiance. Très intéressant. Le deuxième élément des avantages, c'est la question de la multi-organisation que j'ai évoquée un peu tout à l'heure. On ne sait pas avec qui on va travailler demain. En gros, si je remonte sur une infrastructure extrêmement rigide, je vais être obligé, en fait, fondamentalement, de délivrer une carte, par exemple une carte à puce ou que sais-je, un token quelconque à une personne. La durée d'enrôlement nécessitera beaucoup de temps. Or, une façon de réduire la durée d'enrôlement, c'est précisément de travailler de proche en proche. Donc, c'est une approche qui va dans ce même sens. Et une des conséquences, et un troisième avantage, c'est la question de l'anonymat, puisque je sais que les avocats ou les journalistes, d'ailleurs, sont assez sensibles sur la question des sources et la question de remonter, en fait, à l'origine de l'information. Et donc, en enrôlement de proche en proche des personnes avec qui on travaille, qui sont identifiées par, qui ne sont pas qu'on ne peut pas potentiellement identifier, c'est encore un avantage. J'ajoute deux éléments supplémentaires que je n'ai pas développés, c'est la question du multi-device et la question du multi-cloud. Le multi-cloud étant intéressant quand même parce que ça permet d'apporter toute une question de résilience, en cas de chute d'un cloud. D'accord. Alors, pour être très rapide, la solution Parsec couvre à la fois la confidentialité de la donnée, l'intégrité de la donnée, le risque extraterritorial. Un point qui fait effet waouh quand on le montre, c'est l'historisation, c'est-à-dire que vous avez la capacité de faire une photographie à l'instant T de toute votre organisation de données, l'authenticité et la révocation. D'accord. Je vais terminer par des éléments qui ont été évoqués tout à l'heure. C'était l'importance de l'UX, c'est-à-dire la facilité d'usage. En gros, si on sait faire… Pardon ? Oui, user experience. User experience, pardon, oui. Donc, en fait, l'ergonomie. Il suffit de faire un simple copier-coller. Si on sait faire un simple copier-coller, on peut utiliser la solution. Un élément très important sur des solutions de chiffrement, parce que c'est une solution de chiffrement, c'est le choix des algorithmes de telle sorte qu'on ait une latence nulle pour l'utilisateur. Autrement dit, si vous avez l'impression que vous utilisez une clé USB et qu'en fait vous êtes sur une solution de sécurité, vous avez gagné parce que visuellement l'utilisateur ne va pas voir de différence. Et donc en fait on est ergonomiquement sur un peu l'équivalent d'une clé USB virtuelle qui est montée et partagée par différents utilisateurs. Et puis le dernier élément qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le prix, c'est-à-dire qu'il faut arriver à des niveaux de prix qui sont faibles. Et là c'était un challenge qu'on pense avoir réussi à faire. Alors, comment ça marche rapidement? C'est quand vous mettez un fichier dans une enclave sécurisée Parsec, il est découpé en petits morceaux. Les petits morceaux sont chiffrés. Les petits morceaux chiffrés sont envoyés sur un cloud public. Et la qualité de la solution, c'est d'arriver à reconstituer pour un utilisateur donné l'ensemble des briques chiffrées de telle sorte que chacun puisse faire l'information utile, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde. Merci beaucoup. C'est vraiment formidable comme solution. Je pense qu'on va devoir conclure. Est-ce que Poliana Bigle peut nous faire l'honneur de conclure cette très belle édition? Je lui laisse la parole. Merci beaucoup Muriel. Alors je vais essayer de faire une synthèse la plus synthétique possible. Alors, ce qu'on a vu dans ce webinaire, c'est que l'avocat est souvent éloigné de la réalité technique, sans distinction en termes de taille de cabinet. Ce qui compte, bien effectivement, c'est l'efficacité
des outils et en aucun cas la sécurité. Mais les avocats sont une cible de choix pour les pirates. Il faut bien en avoir conscience. Ils détiennent les secrets de leurs clients et ce que certains ont pu dire, c'est que pirater un cabinet, c'était beaucoup plus rentable que d'aller pirater une entreprise, puisqu'un cabinet détient déjà l'ensemble des données de plusieurs entreprises. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que malgré tout, l'avocat doit se préoccuper de la sécurité. Il y est obligé de par la loi, avec par exemple le RGPD, mais également d'autres textes qui lui seront applicables, et surtout son obligation légale de secret professionnel. Et donc, ils doivent mettre en œuvre la sécurité appropriée. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il est quand même assez difficile de convaincre les avocats de prendre en compte les questions des cyber-risques et de la cybersécurité. Pourquoi ? Parce que le changement d'habitude et l'élévation du niveau de sécurité qui leur fait porter sur eux, utilisateurs, une contrainte, eh bien, peut être un frein. Mais je pense qu'il faut, encore une fois, leur rappeler leurs obligations légales. Ça permettra peut-être de leur mettre le pied à l'étrier. Parce que la cybersécurité doit être implémentée par anticipation et surtout pas au moment d'une crise. Alors, ce qu'on a vu également, c'est quelques moyens de base pour cybersécuriser son cabinet. Alors, en numéro 1, c'est la sensibilisation des collaborateurs et des associés. Alors, c'est comme avec la crise sanitaire, ce qu'on a fait, ce que le gouvernement a fait. Il n'a cessé de sensibiliser les citoyens à l'hygiène. Eh bien, c'est pareil en cybersécurité. Il faut adopter des gestes d'hygiène informatique qui supposent de connaître ces gestes, d'être accompagné pour adopter donc les bonnes pratiques qui sont répertoriées dans différents guides, mais le plus connu est celui de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, mais également le livre blanc de l'OSIR et des guides qui sont mis en place par d'autres associations comme le CLUSIF. Sur la question du partage des informations, puisqu'il y a énormément d'échanges qui se font entre les cabinets et leurs clients et entre cabinets, puisqu'on partage aussi des informations avec des confrères. Et donc, au-delà du choix très important des prestataires, moi, ce que je retiens, c'est qu'on peut aussi avoir une préférence sur un outil sécurisé de partage plutôt que d'utiliser la messagerie. Il faut mettre en place des outils qui vont permettre de détecter des failles et ça passe soit par des SOC, mais ça peut être aussi des outils de traçabilité des différents utilisateurs. Et pour conclure, les avocats doivent s'y mettre. Les avocats doivent prendre cette conscience, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce que je pense que ça, c'est l'ouverture que je vais faire. Je pense que ça apporte véritablement un avantage concurrentiel pour les avocats qui mettent en place de la cybersécurité au sein de leur cabinet. Il faut savoir que certains cabinets vont être écartés de facto de la part d'entreprises et également d'organismes publics parce qu'ils ne mettent pas en place les éléments nécessaires
en matière de cybersécurité. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Polyana Big. Eh bien, merci à toutes et tous. Vous trouverez les coordonnées des intervenants dans la description de cette vidéo. Elle sera diffusée par nos soins, mais bien sûr, n'hésitez pas à la relayer dans votre réseau professionnel. Je remercie en particulier Catherine de Combray-Thibierge pour sa diffusion sur son réseau LinkedIn rassemblant plus de 3000 avocats. Et souvenez-vous, vous pouvez aussi rejoindre la conversation en tant qu'avocat pour poser vos questions à nos experts cyber et également sur Twitter avec le hashtag cybersécuritéavocat. Vous pouvez nous envoyer vos questions pour la prochaine édition par mail qui sera indiqué en dessous de la vidéo. À bientôt et prenez soin de vous.